Bonjour, on va enchaîner par la session des infections nosocomiales multirésistants. Donc, pour faire vite, vu contrainte du temps, j'invite professeur Mahmoud pour qu'il nous parle de l'épidémiologie de la résistance bactérienne aux antibiotiques en réanimation. Je vous invite aussi, il faut respecter au maximum le temps. Donc, si vous permettez... Vous avez été gentil jusque-là et c'est à moi que... 20 minutes, si c'est possible. D'accord, je vais essayer, ok, je vais essayer. Désolé pour ce petit retard. Merci, professeur Beldaï, de m'avoir invité à cette journée, à cette réunion très importante concernant la résistance bactérienne aux antibiotiques. Tu sais que nous, en tant que microbiologistes, nous sommes extrêmement attachés à ce thème de résistance bactérienne. Je voudrais quand même, je ne le prenais pas mal, mais je pense sincèrement que les gens ne réalisent pas à quel point nous sommes dans une situation catastrophique, à quel point la situation est devenue une urgence et à quel point il faut vraiment en tenir tête, le garder en tête. Ce qui veut dire qu'après cette réunion-là, il ne s'agit pas d'oublier tout ce qui va être dit, tout ce qui va être montré, mais il faut vraiment agir. Si l'on voit un petit peu notre avenir, d'ici 2050, on arrivera à 10 millions par an de décès uniquement dus à la résistance aux antibiotiques. 10 millions par an, ça vous fait pas bouger peut-être, mais si on la traduit en secondes, ça veut dire qu'on aura un patient qui va décéder toutes les 3 à 4 secondes à cause de la résistance aux antibiotiques, à cause des impasses thérapeutiques. Donc je pense que c'est énorme. C'est énorme du point de vue décès, mais aussi du point de vue économique, puisque on prévoit quand même que 4 à 5% du PIB sera lié aux dépenses de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc je pense qu'il c'est vraiment temps de se mettre au travail, de réaliser. Il y a des réseaux de surveillance des antibiotiques qui ont été créés, qui sont parrainés par le ministère de la Santé et eux-mêmes parrainés par l'OMS, dont le Maroc en fait partie, et nous en faisons partie, nous, en tant que laboratoire de microbio. Et je vais vous montrer des chiffres aujourd'hui qui vont certainement vous soulever, certainement qui vont vous choquer, mais je vais vous montrer la réalité de ce qui se passe chez nous, au niveau du CHU de Fès, et c'est parfaitement représentable au niveau de tous les CHU du Marocain. Alors, on m'a demandé de présenter l'épidémiologie avec la résistance, donc j'ai choisi de faire une étude au niveau de notre CHU, une étude qui a eu pour objectif la surveillance de la résistance bactérienne au niveau du service de réanimation, bien sûr. Puis, à partir de cette étude-là, nous allons voir quels sont les impacts qui en découlent, quelles sont les recommandations que nous devons en faire. Et donc, pour faire cette étude, nous avons ciblé des bactéries, ce sont celles qui sont recommandées dans tous les travaux internationaux en tant que bactéries BMR, donc les entérobactéries productrices résistantes au C3G, qu'elles soient BLSE ou qu'elles soient déréprimées, nous verrons ça en détail tout à l'heure. Les entérobactéries productrices de carbapénémase, d'accord, l'Acinetobacter baumannii multirésistant, le Pseudomonas aeruginosa multirésistant et le Staphylococcus aureus résistant à la méticine. Donc nous avons pour ça pris comme période janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à septembre 2022, donc les chiffres sont vraiment très récents. Nous avons inclus comme bactéries toutes les BMR qui sont arrivées au niveau du laboratoire à titre à visée diagnostique. Nous avons bien sûr utilisé les méthodes d'identification classiques recommandées par le CSFM et le CAST, et tout ça s'est fait au niveau de notre hôpital. Les premiers résultats qui apparaissent, donc en 2021, au niveau de tout l'hôpital, pour l'instant c'est tout l'hôpital, on a eu 1256 souches, ce sont des souches qui sont non redondantes, on a bien fait attention qu'elles ne soient pas redondantes, 1256 souches de bactéries au niveau de tout l'hôpital, de bactéries multirésistantes.
En 2022, 927 souches, mais ce n'est pas qu'on descend, c'est juste qu'on est là à 9 mois. Donc il nous reste encore 3 mois, donc on va retomber sur les mêmes chiffres. Est-ce qu'il y aurait un pointeur? Non? Alors, quand on regarde un petit peu la répartition en fonction des services, on voit directement que, c'est logique, que la réanimation détient le premier pôle des infections multirésistantes. Bon, j'ai envie de dire que c'est normal, ça ne l'est pas, qu'il y en ait autant. Mais en tous les cas, si on voit toutes les publications, effectivement, les services de réanimation sont les services les plus pourvoyeurs d'infections nosocomiales. Suivis par les services de chirurgie. Quand on approfondit un petit peu, en chirurgie, on est là entre médecins, donc on doit dire ce qui se passe. En chirurgie, on se rend compte que ce sont, d'abord, le premier service pourvoyeur, c'est l'urologie, parce que les patients arrivent au service, qu'ils séjournent longtemps dans le service, avant d'être opérés. Donc vous avez des patients qui se baladent avec leur sonde dans les services, et donc je ne vois pas comment on ne peut pas attraper une infection nosocomiale lorsque vous portez une sonde depuis 20 jours. Deuxième point, et ça on le verra plus en détail, chirurgie, pourquoi autant d'infections? Ce sont les infections des plaies opératoires. Médecine, la même chose, et ce qui est vraiment étonnant, c'est les urgences, avec 319 patients, 319 souches que l'on retrouve aux urgences. En principe, un patient, quand il passe aux urgences, il doit y aller rapidement et traverser et aller au service, donc il n'y a pas de raison qu'il attrape une infection nosocomiale. Sauf que chez nous, au CHU, les patients des urgences séjournent aux urgences. Ils restent longtemps aux urgences. Et donc, non seulement ils vont acquérir des infections nosocomiales, mais le problème, c'est qu'après, ils sont transférés dans des services. Et c'est ce transfert de patients dans les services qui crée, notamment au niveau des services de médecine, où l'on a 377 patients. Donc quand on regarde un petit peu, parce que nous avons un clin, quand on essaie de retracer le chemin du patient, on retrouve toujours au point de départ les urgences. En termes de germes, à peu près au niveau de l'hôpital, on a un peu plus de 60% des entérobactéries, qu'elles soient Klebsiella, qu'elles soient coli, entérobactères. On a 38% d'acinéto, qu'on retrouve au niveau de la réanimation, et ce qui est important, s'il vous plaît, à ne vraiment retenir, ce qu'on voit en haut, dommage, j'ai pas de pointeur, ce sont les EPC. On a quand même 3% d'entérobactéries productrices de carbapénémase. Il y a quelques années encore, nous n'avions aucune entérobactérie productrice de carbapénémase. Maintenant, c'est un gros problème, et vous allez voir comment les chiffres augmentent de ces entérobactéries. Alors, si maintenant on va zoomer et on va plus s'intéresser maintenant qu'à la réanimation. Jusque-là, on a vu les chiffres de l'hôpital, maintenant on va s'intéresser qu'à la réanimation. Donc, en 2021, 1604 souches d'infections de BMR, de bactéries multirésistantes que nous avons recensées. Quand on voit un petit peu le pourcentage, on a 66% de souches qui sont résistantes, contre 33% de souches sensibles. En gros, c'est de l'acinéto, du coli, Klebsiella, du staph métis. Bon, des souches sensibles sont gentilles. Maintenant, on va s'intéresser, on va encore zoomer un peu plus, et on va s'intéresser uniquement aux souches résistantes que nous avons en réanimation. Et là, quand on rentre un peu plus dans le détail, on voit des bactéries multirésistantes en réanimation, 52% de l'Acinetobacter baumannii multirésistant. Je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter, mais quand on a 52% d'Acinetobacter baumannii multirésistant, c'est forcément un problème d'hygiène. Je suis désolé, mais il faut parler, entre nous on doit parler. L'Acinetobacter, c'est un problème d'hygiène. Mon collègue l'a dit juste avant moi, je le confirme. 52% d'Acinetobacter baumannii. Nous avons essayé de fermer les services de réanimation à plusieurs reprises. Nous avons nettoyé, nous avons refait les peintures, nous avons stérilisé. Systématiquement, ça revient. Donc, le problème, il n'est pas au niveau des murs, il n'est pas au niveau des matelas, mais le problème, il est au niveau du personnel soignant. D'accord? Et tant qu'on n'aura pas fait ce constat, tant que notre personnel soignant n'aura pas fait ce constat, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, 52% d'Acinetobacter baumannii résistant à l'IPNM, très important. On a de la Klebsiella, des entérobactéries, à peu près à 19-40% d'entérobactéries, d'accord? Et on a toujours ces entérobactéries qui sont résistantes au C3G. Hein. Et on garde toujours ces entérobactéries productrices de carbapénémase, qu'on retrouve, qui sont de plus en plus fréquentes et qui nous posent beaucoup de problèmes. Et on va revenir tout à l'heure bien en détail avec les entérobactéries productrices de carbapénémase.
Donc, pour mieux comprendre, j'ai essayé de séparer un petit peu les familles. Donc, on va parler un peu des enterobactéries d'abord, de la Cinetto, du Pseudo et du Staphylococcus aureus METI-R. Donc, pour comprendre la résistance des enterobactéries, vous savez très bien que les enterobactéries sécrètent énormément d'enzymes, des centaines d'enzymes que nous essayons de classer, des thèmes, des SHV, des OXA, c'est-à-dire je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est pas votre domaine et donc vous risquez de vous embrouiller, je ne sais pas le but du jeu, le but c'est que vous réalisiez à quel point nous sommes envahis par les BMR. Et donc ces enterobactéries, elles sont sécrétrices de bêta-lactamases. Ces bêta-lactamases, on va les classer en enzymes pour mieux comprendre. Et donc ça nous donne une classification, c'est ce qui nous donne la classification d'Ambler, qui a essayé de les différencier en fonction de leur structure physico-chimique et de leur caractère d'hydrolyse. Et donc on retombe sur 4 classes, la classe A, la classe B, la classe C et la classe D. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour les classes, ça ne sert à rien. Cette classe, ces bactéries, soit elles sont chromosomiques, donc elles ont une résistance chromosomique. Quand on dit chromosomique, ça veut dire que la résistance est portée par le chromosome, donc c'est une résistance naturelle. Ça veut dire que la bactérie, elle est naturellement résistante à ces antibiotiques. Et ça, le microbiologiste connaît les résistances naturelles, on les connaît systématiquement pour l'interprétation d'un antibiogramme. Si j'ai une Klebsiella, je sais par exemple que la Klebsiella, elle est naturellement résistante à l'ampicilline. Si demain j'ai une Klebsiella qui sort sensible à l'ampicilline, je vais me dire il y a un problème d'identification et donc on doit refaire. Donc ces résistances chromosomiques, on les connaît. Par contre, les résistances plasmidiques, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles vont les acquérir par le biais de plasmides. Le plasmide, c'est un matériel génétique extra-chromosomique. Et donc, ces plasmides, c'est eux qui vont porter les caractères de résistance, qui vont être à l'origine de toutes les mutations de la bactérie, qui vont faire que la bactérie va revenir résistante à tel ou tel antibiotique. Toujours dans la classification d'Ambler, je vous ai mis le spectre d'activité. Donc, vous voyez que la classe A, qu'est-ce qu'elle hydrolyse? Quand je dis plus, ça veut dire qu'elle agit sur les antibiotiques. La classe A, elle va hydrolyser toutes les bêta-lactamines, les pénicillines, les C1G, C2G, C3G, C4G, le monomactam, bref. La classe B, ce sont les métallobêta-lactamases. Ce sont des enzymes qui hydrolysent tous les antibiotiques en dehors du monobactam. Donc, l'astréonam, malheureusement, nous ne l'avons pas au Maroc. La classe D qui continue à hydrolyser. Je ne vous prends pas la tête avec ça, on va y revenir, tout ça sera beaucoup plus simple. Alors, en matière de résistance, les chiffres. Donc les entérobactéries, 53% d'entérobactéries résistantes et 4%, s'il vous plaît, 4% en rouge d'entérobactéries productrices de carbapénémase. S'il vous plaît, retenez ce chiffre, c'est très important car c'est énorme, il faut le garder en tête, c'est vraiment un chiffre ça fait mal, quoi. Donc, les entérobactéries résistantes, 53%, elles sont soit plasmidiques, soit chromosomiques. Plasmidiques, ce sont les BLSE, donc on a tous entendu parler des BLSE, les bêta-lactamases spectre étendues, on en a énormément à l'hôpital. Et les chromosomiques, ce sont des céphalosporinases que nous appelons, donc qui vont être résistants au C3G. La résistance des entérobactéries au C3G, soit elle est d'origine, c'est une sécrétion. La bactérie va sécréter des BLSE, donc qui va attaquer les C3G, donc elle va devenir résistante. Soit la bactérie, elle possède un gène, d'accord, qui fait qu'à l'état normal, elle ne sécrète pas sa céphalosporine, NAS, d'accord, et en présence, quand elle se trouve en présence de céphalosporine, elle va sécréter sa céphalosporinase, c'est le gène AMPC, qui va faire que la bactérie va sécréter sa céphalosporinase de manière à détruire la céphalosporine. Donc vous voyez que les bactéries sont extrêmement intelligentes pour pouvoir se défendre, elles ont tout le matériel qu'il faut pour pouvoir se défendre. Donc, qu'elles soient BLSE ou déréprimées, donc ce qu'on appelle chromosomiques déréprimées, on a 53% de bactéries qui sont résistantes. Le plus important dans tout ça, c'est le taux de résistance aux antibiotiques. Donc, imaginez, vous avez un patient à l'hôpital, okay, chez qui vous trouvez une entérobactérie. Donc déjà, plus possible de traiter avec l'ampicilline, pas possible de traiter avec l'augmentin, on est pratiquement à 60%, voire entre 72 à 100% de résistance à l'augmentin. Les céphalosporines troisième génération, on est à plus de 50% de résistance, donc on ne peut plus penser aux résistances. L'imipédème, bon, on peut, mais souvent on se trouve dans des bactéries où on ne sait pas si c'est reproductrice carbapénémase ou pas, et ça on y reviendra. Il nous reste la Cipro, le Bactrim. Donc vous voyez qu'en réanimation, et ça c'est un travail de tous les jours,
En réanimation, on est extrêmement pris entre l'étau et l'enclume, où on n'arrive plus à traiter nos patients. Heureusement, nous avons une collaboration très étroite avec le service de réanimation. On se parle au téléphone tous les jours, nos résidents se déplacent dans les services de réanimation, les services de réanimation viennent chez nous, on leur montre les boîtes, donc on discute régulièrement pour pouvoir trouver un cocktail pour pouvoir traiter nos patients. Les carbapénémases. Les carbapénémases, si je vous dis bon, déjà, les carbapénémases, où est-ce qu'on les retrouve le plus? Les pus, bactériémie, KT, infection urinaire, pneumopathie. Ces carbapénémases, en 2021, nous avions 11 carbapénémases recensées en réanimation. Aujourd'hui, nous sommes à 9 mois de l'année 2022 et nous en avons déjà 43. D'accord? Ce sont de réelles épidémies et on ne peut pas dire autre chose que c'est dû à l'hygiène. Donc, quand on a un pus, quand on trouve des carbapénémases sur un pus, c'est forcément, si on réfléchit, c'est des infections de parois. D'accord? C'est du manuportage. Une bactériémie, c'est le KT. La pose du KT, c'est le KT. Et souvent, on retrouve autant aussi sur le KT que sur les bactériémies, parce que systématiquement, on demande le KT. D'accord? Et donc, on recherche autant sur le KT que sur les mêmes coutures. On les retrouve sur les deux. L'infection urinaire, c'est le sondage. Et les pneumopathies, bien sûr, c'est l'aspiration. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, l'Acinetobacter baumannii, juste 2 mots par rapport à sa résistance. L'Acinetobacter baumannii est très résistant de manière naturelle à beaucoup d'antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, en dehors de la céftazidime. Comment il va acquérir sa résistance? Par la perte de liaison aux protéines de la pénicilline. Vous savez très bien que les bêta-lactamines ont besoin d'une protéine pour se lier. L'acinéto va casser ces protéines de liaison à la pénicilline pour que les bêta-lactamines ne puissent plus se fixer. Ou alors, il va acquérir des enzymes, les métallobêta-lactamases, donc la classe B de Ambler, qui va leur conférer la résistance au carbapénème. Si je vous montre nos abris. Nos abris, en 2018, nous avions 158 et on se plaignait. En 2022, nous sommes actuellement à 545 Acinetobacter baumannii résistants à l'imipénème, qu'on retrouve essentiellement dans les pus, les KT, les hémocs, les pus. Donc vous voyez que à chaque fois, on se retrouve avec un problème qui est d'ordre d'hygiène. Résistance aux antibiotiques, tenez-vous bien, nous sommes à 100% de résistance aux antibiotiques pratiquement pour tous les antibiotiques que nous utilisons pour l'acinéto. Il nous reste un petit peu d'imipénème et il nous reste de l'amicacine. Ça veut dire que lorsque nous avons un patient qui est en réanimation, déjà hospitalisé, et qui chauffe, donc c'est une infection nosocomiale, on s'appelle au téléphone, on fait quoi? Ben, on n'a rien à faire. On ne trouve rien à faire. Sinon, heureusement, vous voyez là, la colistine, à 0%, on a pour l'instant, nous n'avons pas de résistance à la colistine, mais c'est certain que très bientôt, ça va apparaître, vu la fréquence avec laquelle nous utilisons la colistine. D'ailleurs, dans le monde animal, les vétérinaires ont noté beaucoup de résistance à la colistine, et très bientôt, ça arrivera chez nous, et à ce moment-là, je ne sais plus ce qu'on fera. Donc, on se trouve à faire des cocktails, colistine, un peu d'amicacine, un peu d'imipénème. Voilà comment on traite. C'est vraiment des cocktails au jour le jour pour essayer de sauver nos patients. Certains, on arrive à les sauver, d'autres partent à cause de l'impasse thérapeutique. Bon, le profil moléculaire, c'est pas très intéressant pour vous. Donc, juste pour vous dire que l'acinéto, c'est vraiment un problème sanitaire alarmant, une pharmacorésistance de plus en plus menaçante. La colistine nous reste la dernière option thérapeutique. Notre problème actuellement, c'est vraiment la crainte d'émergence à la colistine. Et le problème, c'est également l'évolution possible vers la panrésistance dans un univers très proche. Le pseudomonas ne nous cause pas beaucoup de problèmes, il faut être honnête. Ces mécanismes de résistance, essentiellement, la plus importante, c'est la diminution de la perméabilité membranaire. Ça veut dire que sur la membrane du pseudomonas, il y a des porines à l'état naturel. Ces porines vont permettre à l'antibiotique de rentrer, notamment l'imipénème. Le pseudomonas, pour se protéger, il va acquérir des gènes qui vont changer la conformité de ces porines de manière à ce que l'antibiotique ne puisse plus passer. Donc ça devient de l'imperméabilité. La porine de l'antibiotique paropasse, elle va changer de conformité et donc l'antibiotique, l'imipénème, ne pourra plus pénétrer. C'est le mécanisme principal de la résistance. Sinon, il va acquérir
des céphalosporinases pour attaquer essentiellement la céphtazidim. C'est le seul céphalosporine qui marche sur lui. En chiffres, bon, on n'a pas beaucoup de problèmes, 31% de résistance, 22%. Juste, il faut noter quand même qu'en 2018, on était pratiquement à 5-7% d'infection à Pseudomonas, et que là, on est quand même à 23-27%. Donc, vous voyez, dans tous les cas, ça continue à monter. Les sites infectieux, toujours les pus. C'est normal d'avoir le pus sur du Pseudomonas. Moi, ça ne me dérange pas trop parce que toute infection cutanée peut être colonisée par du pseudo. Ça ne dérange pas trop. Par contre, on le retrouve dans les pneumaties, les infections urinaires, donc c'est le sondage, et les cathés. On arrive à s'en sortir, toujours. On n'a pas de problème avec la cinéto. On a, avec une association bêta-lactamine, Cefta et de l'aminoside, on arrive à traiter nos patients pour le pseudo, pas de problème. Le staphylocoque, heureusement que nous n'avons pas de problème staphylocoque au Maroc. Sur les 4 CHU, très peu de SARM. On est à peu près à 7-8% de SARM. Ce sont des chiffres de pays européens. Pourquoi? On n'a pas d'explication, mais dans les 4-5 CHU lesquels nous travaillons ensemble, nous n'avons pas beaucoup de SARM. Le staphylocoque aureus, comment il devient SARM? Tout simplement, il va acquérir un nouveau gène, le gène MECA. Normalement, sur la membrane du staphylocoque, il y a des protéines de liaison à la pénicilline qui sont codées par un gène. Ce gène va muter, donc ça va être le gène MEC1 qui va changer la conformité de ces protéines de liaison à la pénicilline, et du coup, la pénicilline ne pourra plus se fixer sur ces PLP, mais il faut savoir et retenir ce qui est très important, c'est que ces mutations, elles confèrent, c'est-à-dire elles confèrent pour toutes les bêta-lactamines. Une fois que vous avez une bêta-lactamine qui est résistante pour le staphylocoque, ça veut dire que toutes les bêta-lactamines sont résistantes puisque ce sont les mêmes protéines de liaison pour toutes les bêta-lactamines. Donc si elle change pour une bêta-lactamine, elle aura changé pour toutes les autres bêta-lactamines. Bon, on a très peu, ça c'est la pénicilline, c'est totalement différent, mais ça c'est plus toujours. Mais par rapport au SARM, on a très peu de SARM au Maroc, pas de problème. Juste noter qu'en 2018, on avait pratiquement 0%, en 2021, on a 7%, que ça commence à augmenter, il faut faire attention. D'accord, je vais aller un peu vite. Alors, pourcentage de multirésistance au sein de l'espèce, l'acétobacter baumannii, on l'a vu, 98% pratiquement entièrement. Les entérobactéries, vous voyez qu'on tourne autour de 70%, d'accord. Le pseudo et le staphylocoque, beaucoup moins. Alors, juste, staphylocoque, c'est-à-dire les enjeux, l'impact. C'est les bactéries C3GR, regardez comment elles ont évolué, 258, 409 actuellement. Le problème des entérobactéries productrices de carbanumases, elles étaient à 7, elles sont à 36 maintenant. Et le gros problème, je voudrais vraiment vous reteniez tout ça, s'il vous plaît, c'est le profil moléculaire de ces bactéries. En 2019, 2020 et avant, c'était toutes les carbapénémases que nous avions étaient des OXA48. Les OXA48, on arrivait à les traiter sans problème. On arrivait à les traiter avec les nouveaux antibiotiques. Maintenant, ces carbapénémases se sont modifiées et ne sont plus des OXA48, sont devenus des NDM. Alors qu'il y a 10-15 ans, les NDM existaient en Inde, existaient en Turquie, ça n'existait pas du tout au Maroc. Hein. C'est très récent. Maintenant, toutes les carbapénémases que nous avons sont en train de se modifier vers des NDM ou alors association NDM-OXA48. Le problème, c'est là qu'on va le voir, c'est par rapport aux nouveaux antibiotiques. Si on prend le Zavicefta, la ceftazidime avibactam, vous voyez qu'il agit très bien sur les BLSE, il agit sur les AMP-C, sur les KBC, enfin sur toutes les enzymes, d'accord, mais il n'agit pas sur les NDM. Donc, actuellement, avec les nouveaux antibiotiques que nous avons, le Zavicefta, d'accord, il y a quelque temps, on arrivait à traiter nos patients qui étaient OXA48 avec le Zavicefta, maintenant ce n'est plus possible, parce que le Zavicefta n'agit pas sur les NDM. Donc, on est dans l'impasse. Le Zerbaxa, la même chose. Il n'agit pas sur les NDM. Il n'agit pas sur les A48 non plus. Le seul qui agit, c'est l'Astréonam et l'Avibactam qui agit, sauf que celui-là, nous ne l'avons pas au Maroc. D'accord? L'Astréonam, nous ne l'avons pas au Maroc. Donc, on est toujours dans le piège et on a du mal à traiter nos patients. C'est ce qui nous arrive tous les jours. Récemment, nous avions un NDM. Je ne sais pas comment vous avez fini avec lui, mais on n'arrivait pas à le traiter. Alors, place des nouveaux antibiotiques, il y a une discussion actuellement qui dit est-ce qu'il faut utiliser ces nouveaux antibiotiques pour laisser tomber les carbapénèmes, pour laisser reposer les carbapénèmes, pour diminuer la pression de sélection. Non, les recommandations c'est non.
Ce qu'il faudrait absolument faire rentrer au Maroc l'association céftazidime avibactam astréonam, puisque c'est le seul antibiotique qui agit sur les bêta-lactamases. Bon, je vais faire rapidement parce qu'on demande de terminer. Alors, les stratégies de prévention, il faut apprendre, je pense, on le faisait nous à un moment à l'hôpital, tout patient qui rentre à l'hôpital doit bénéficier d'un écouvillonnage rectal à la recherche de carbapénémase, à la recherche de BLSE, et il faut les isoler géographiquement le temps d'avoir des résultats. Parce que vous avez vu dans le service, et nos réanimateurs peuvent vous le confirmer, en ayant une carbapénémase un jour, je peux vous assurer qu'à la fin de la semaine, on en a 3-4 dans le même service. Fin de la semaine, on en a 3-4. D'accord? Ils sont là pour vous confirmer. Donc, isoler les patients, isolement strict avec casaque, gants, chambre à part, personnel à part. Faire les tests pour les détecter. Arrêter les transferts en service. Nous, on est en train de se battre pour d'arrêter de transférer les patients des urgences au REA, au service de REA, ou alors directement. Mais bon, professeur Khatouf est là, je crois, qui va vous dire que c'est très difficile pour nous. Et mettre une équipe de soins dédiée, renforcement de notre contrôle de l'environnement, le rôle du clin qui est là. Alors, je ne vais pas conclure par les mots, mais je vais conclure par une photo, s'il vous plaît. Une photo qui me tient vraiment à cœur, j'ai déjà montré, je ne rate jamais l'occasion de la montrer. C'est une photo réelle. Le Covid, je pense que le Covid a été un cauchemar pour nous tous. Mais il nous a appris au moins une chose, l'utilisation des gels hydroalcooliques. Sur cette photo-là, vous avez 4 boîtes sur lesquelles le patient a déposé ses mains sur ces boîtes. Première boîte, avant lavage. Et vous voyez le nombre de germes que l'on retrouve en culture, qui ont poussé en culture. Sur la deuxième boîte, il a utilisé un savon doux. Donc vous voyez très bien que la boîte de droite, vous voyez très bien que le savon doux les bactéries continuent à pousser. Sur la troisième boîte, il a mis un savon antiseptique. Certes, il y a moins de bactéries, mais il y en a toujours. Et enfin, dans la quatrième boîte, avant de poser sa main, il a mis des solutions hydroalcooliques. Et vous voyez qu'il n'y a aucune bactérie qui pousse. Donc, s'il vous plaît, je pense que le problème là, il est culturel. Réellement culturel. Je ne comprends pas comment on peut passer d'un patient à l'autre sans s'appliquer tout simplement une solution hydroalcoolique. J'ai vraiment du mal à comprendre. C'est la solution que nous avons, c'est la solution qui existe. Elle n'est pas difficile, mais je vous assure qu'on va sauver énormément de gens. Parce que qu'on soit tous les jours dans la situation où on est là avec les réanimateurs, je vous assure que ce n'est pas facile à vivre, ce n'est pas aisé à vivre. Tous les jours avec les réanimateurs, nous sommes en train de gigoter, c'est le terme, pour essayer de trouver une solution pour traiter nos patients. C'est un patient qui est en réanimation, qui a chauffé, donc c'est forcément une nosocomiale. On est nosocomial, donc on va réfléchir, on va se dire que c'est soit de la cinéto, soit de l'entérobactérie. La cinéto, rien ne marche dessus. L'entérobactérie, est-ce que c'est du carbapénémase? Est-ce qu'on va donner, si c'est du carbapénémase, c'est probablement du NDM. Et donc on se trouve à ne pouvoir rien faire, on essaie de gagner du temps et on n'y arrive pas. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et cette situation-là, je vous assure qu'elle est due uniquement à nos pratiques à nous, à nos pratiques d'hygiène. Parce que tout ce que vous avez vu là, on peut l'enlever, on peut le supprimer si nos pratiques d'hygiène étaient correctes. Voilà, je vous remercie.